Oui, bonjour. Moi, je trouve que vous êtes maintenant reconnu sur le plan de l'environnement. On vous voit souvent dans des débats et c'est très bien parce que je pense que justement l'écologie, ça n'a pas de parti politique. Pourquoi ça serait de droite, pourquoi ça serait de gauche. Et donc le fait que vous, communistes réputés, vous ayez cette prise de conscience, je pense que ça a fait progresser le débat. Moi, j'ai souvent une inquiétude par rapport aux moyens d'information. C'est-à-dire sur les OGM, tout le monde sait tout et personne ne sait rien. C'est-à-dire qu'on a tendance à réduire le débat. Si vous êtes politiquement correct, vous avez cette ligne de conduite. Si vous êtes incorrect, vous n'y connaissez rien. Donc, du point de vue de l'information, est-ce que vous pensez que les citoyens, on dit maintenant, avec plein de moyens d'information, sont suffisamment informés là-dessus? Est-ce qu'ils ont moyen de... Par exemple, vous citez M. Artus Bertrand, il fait des choses très bien pour la prise de conscience, mais on a l'impression que c'est un oukase. C'est pas une adhésion, c'est un oukase. Voilà, ça va vous tomber dessus, c'est comme ça, voilà. Et puis, dernière chose, puisque vous vous intéressez à l'environnement, j'ai mes beaux-parents qui sont de Saint-Amand. Donc, de Saint-Amand-Roche-Savine. Roche-Savine. Donc il y a un peu d'arsenic dans l'eau, si vous pouviez faire quelque chose. Justement, on est en train. Ah, bon, j'en parle d'ailleurs dans le livre. C'est comment les beaux-parents? Baptiste. Les Baptistes du Val-Francon. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est marrant. J'ai failli amener mon beau-père aujourd'hui. Ah, c'est marrant. Voilà, et j'ai terminé, merci. Bon, alors il y a beaucoup. C'est question des médias. Ouais, d'abord, je voudrais peut-être qu'on y revienne après, c'était un peu le troisième point que je voulais développer, mais dans le livre, j'explique quand même que l'écologie, c'est pas quelque chose d'apolitique. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, je me méfie d'une simple approche de l'écologie qui serait une approche morale, qui consisterait à dire on va résoudre tous les problèmes de l'écologie à partir d'une prise de conscience morale. D'ailleurs, c'est ce qui est développé dans certains pays anglo-saxons, où c'est une approche éminemment morale de l'écologie, et à partir de cette approche morale fondée sur des valeurs de respect de l'autre, de respect de la nature, on exonère, c'est le mot exonérer, oui, on dispense les systèmes économiques de leur responsabilité. Là, je l'explique beaucoup dans le livre. C'est très très important. Parce qu'il y a actuellement, je répondrai à votre question après, mais il y a actuellement un phénomène extrêmement important qui consiste à déconnecter les questions d'écologie des rapports de production. Or, à mon avis, on ne peut pas déconnecter les questions d'écologie des rapports de production. Mais je me place d'ailleurs aussi bien si ça avait été des pays qui se disaient socialistes qu'aujourd'hui le capitalisme triomphant dans le monde, mais on ne peut pas le déconnecter. Parce que derrière les questions écologiques, il y a des questions qui sont des questions de rapport de production et de recherche de profit. Bon, je pourrais en parler des heures, mais je vais donner un exemple par exemple. Il n'y a plus de limite maintenant par rapport à ça. Plus de limite. C'est-à-dire que la marchandisation du monde fait que dans la logique libérale, parce que j'appelle une addiction au profit, tout doit rapporter de l'argent. C'est-à-dire aucun espace de la vie et de la planète ne doit échapper à ça. Et si bien que le capitalisme dans sa phase j'allais dire, d'adaptation continuelle pour sa survie, recherche toujours des espaces nouveaux. Et c'est quelque chose de... C'est assez passionnant parce qu'on se rend compte que c'est l'air, par exemple. J'avais un vieil l'oncle à ma femme, à Bernadette, qui avait une expression, il y a 50 ans, la montagne tiernoise, il habite Celles-sur-du-Rhône, c'est un ouvrier à domicile. Il appelait les touristes les preneurs d'air. C'était beau, hein? Les preneurs d'air, comme si l'air qu'ils buvaient avait une valeur en soi-même. Et bien aujourd'hui, l'air est devenu un produit marchand avec les crédits carbone. Où la qualité de l'air a une valeur marchande. Et on va acheter, par exemple, les États-Unis sont dessus, des dizaines de milliers d'hectares, par exemple, de forêts congolaises, parce que la forêt du Congo ou la forêt amazonienne, d'ailleurs, c'est des puits de pétrole, et qu'à partir de ces puits de pétrole qui ont une valeur en termes parce qu'ils retiennent du carbone, et parce que si on ne les coupe pas, il y a un gain par rapport à des gaz à effet de serre. En échange de ça,
de ce prix-là, ils auront le droit à polluer ailleurs. C'est quelque chose d'incroyable. La biodiversité, les végétaux eux-mêmes, la biodiversité, aujourd'hui, prend aussi une valeur en soi-même, parce que c'est le gène qui est dans un végétal, qui lui-même va être, à partir du brevetage, prend une valeur et ensuite va être marchandisé. Il y a par exemple au sein de l'INRA, il y a des collections extraordinaires. Heureusement que c'est l'INRA qui a ça, si ça avait été Monsanto par exemple. Il y a par exemple des collections de blé. J'ai rencontré l'autre jour quelqu'un de l'INRA qui me disait qu'à Angers, il y a une collection de lentilles, c'est-à-dire des vieilles, vous voyez ce qu'il y a, des dizaines, et la collection de blé qu'il y a à Clermont-Ferrand, il y a des centaines et des centaines de blés anciens. Et bien, dans ces blés, il y a par exemple des gènes qui sont des gènes de résistance, qui par soi-même pourraient être exploités commercialement, si c'était une part privée, pour tirer de l'argent. Pour dire tout ça pour dire que l'écologie prend une dimension extrêmement politique par le fait que c'est source d'argent, la protection de l'environnement devient source d'argent. C'était pour rapidement par rapport à la première question. Alors la deuxième, alors là j'en fais, c'est dans le livre, je parle beaucoup de ça. C'est le grand truc. Moi-même j'en ai souffert, enfin j'ai été victime, je cherche mon mot, j'ai été l'objet de ça, de ce que j'appelle le manichéisme, quoi. On est pour ou contre. Et ça, c'est terrible, ça. C'est absolument terrible. C'est-à-dire, on ne peut qu'être pour les OGM ou contre les OGM. On peut être pour le nucléaire ou contre le nucléaire. On peut être pour un incinérateur ou contre un incinérateur. C'est quelque chose d'incroyable, où on pousse à une simplification de la pensée sur les questions écologiques, et à partir de cette simplification de la pensée, on évite d'aller au fond du débat. Et au dernier moment, alors que le livre était chez l'éditeur 48 heures avant qu'il passe à l'imprimerie, j'ai rajouté par exemple, alors que je suis considéré comme étant un adversaire des OGM, mais même ça le mot n'est pas juste, hein, j'ai adversaire des OGM, je l'explique. J'ai écrit un paragraphe, j'ai rajouté un paragraphe au dernier moment en disant que je trouvais désastreux ce qui s'était passé à Colmar, que l'arrachage des ceps de vigne de Colmar, c'était une recherche menée par l'INRA, c'était une catastrophe. Et tout ça parce que je crois qu'on ne peut pas prendre les choses comme ça de façon brute. J'ai fait un débat à LCP avec le militant de la Confédération paysanne, je lui ai dit, mais c'est pas possible. Parce qu'il est bien évident que si on dit, par exemple, on arrête toute recherche sur les OGM, on crée une dépendance française terrible dans la mesure où on n'aura plus de scientifiques français capables ne serait-ce que d'avoir une expertise, un regard critique sur tel ou tel OGM. Donc je pense qu'il faut continuer, par exemple, la recherche sur les OGM pour dire qu'il n'y a pas... pour moi, il y a une simplification qui est trop forte. Et en plus de ça, cette simplification... elle s'accompagne on enlève aux citoyens la possibilité de s'intéresser à ces questions en considérant que c'est une affaire de spécialistes. Et il circule à partir de là, dans l'opinion publique, des approches d'une simpliste, quelque chose d'incroyable. Mais on écoute dire des choses des fois par des gens. Moi j'ai un collègue enseignant, avec une prof dans une réunion publique, je crois que c'est une prof, je ne mentirais peut-être pas prof de sciences naturelles, qui dit il y a du plastique dans les OGM. Enfin, ou alors qui découvre les OGM, sachant pas que dans une tomate, comme s'il y a une tomate, il y a des gènes dans les tomates, comme s'il n'y avait pas des gènes dans toutes les tomates. Donc il y a une simplification de l'esprit. Et ça, c'est extrêmement grave. Et y compris par rapport aux grandes ONG, telles que Greenpeace par exemple, ou WWF ou d'autres, ces grandes ONG ont tendance à avoir le monopole de la parole et de l'analyse par rapport à ça. Et il y a actuellement en France un enjeu qui est extrêmement important, où on remet en cause la recherche publique, où la recherche publique, on l'a fait passer comme étant vendue par exemple aux grands groupes. Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Hein. Et d'ailleurs c'est faux de dire ça de cette façon, du moins, même s'il y a des accords en voulant considérer que la recherche devait devenir une recherche uniquement citoyenne ou portée par les ONG. Et on arrive avec ça à une simplification terrible. Moi je crois qu'on a intérêt, c'est ce que j'explique dans le livre, de développer un peu partout des approches qui soient des approches très citoyennes par rapport à ça, mais
en faisant... Moi, par exemple, je suis très favorable à ce que fait Testache, ça s'était fait d'ailleurs en Rhône-Alpes, je crois, le conseil régional, avec les panels de citoyens, où on essaie d'avoir des exposés, des conférenciers qui viennent, mais qu'on ait une ouverture d'esprit et qu'on arrête de considérer que forcément c'est systématiquement une position de pour, systématiquement une position de contre, sans tenir compte de données qui sont des données autres. Mais c'est très... Voilà. Parce que, bah voilà, je pense que la réponse c'est effectivement que quand vous dites que l'idée écologique doit être partagée par la gauche et la droite, il y a quand même donc, cette question donc, du matérialisme et du productivisme donc, qui rentre en jeu et donc finalement elle ne pourrait peut-être pas forcément être partagée par tout le monde. Et sur la question des médias, bah, la question est là que bah, les citoyens doivent se saisir de cette question-là, de s'interroger et que ça ne doit pas être juste une des positions manichéistes entre bah, voilà, le non et le oui, le pour et le contre, et qu'il faut essayer de débattre ça, et que chacun, bah, voilà, c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui, pour que chacun puisse se faire son idée et être complexifié, je dirais, ce rapport-là à la chose publique, les OGM et l'environnement.